Bonjour à toutes et tous. Donc cette capsule vidéo est consacrée au cours de physique-chimie du jeudi 14 mai. Alors on commence par la correction de l'activité que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Pourquoi fabriquer ce qui existe déjà? On vous présentait les arômes d'un yaourt à la vanille. On vous disait que eh bien, ça pouvait être parfumé à la vanilline naturelle, c'est-à-dire extrait de la gousse de vanille, ou la vanilline de synthèse, identique au naturel, mais fabriquée à partir de dérivés du pétrole ou de bois. Et donc là, ils ont la même formule, hein, c'est de vanilline, c'est 8H8O3, et il n'y a aucune différence entre la vanilline extraite de la gousse et celle qui sort du laboratoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen pour un chimiste de distinguer une vanilline naturelle d'une vanilline de synthèse. Et on vous disait qu'on pouvait aussi trouver de l'éthylvanilline. C'est pas la même formule, c'est une molécule qui n'existe pas dans la nature. Elle n'a pas tout à fait le même goût que la vanilline, mais il en faut 10 fois moins pour obtenir un produit aussi parfumé que la vanilline. Et donc on parle d'un arôme artificiel parce qu'il n'existe pas, il est inventé par l'homme, il n'existe pas dans la nature, c'est ce qu'on vous dit ici. Espèce de synthèse, c'est élaboré par l'homme mais qui existe dans la nature, et espèce artificielle, donc inventée par l'homme, qui n'existe pas dans la nature. Vous aviez trois arômes, donc la composition était donnée ici. Donc là, avec des espèces naturelles, identiques au naturel, donc avec de la vanilline, et artificielles, ici avec de l'éthylvanilline. Vous aviez une donnée importante pour les industriels en particulier, le coût. La vanilline naturelle, c'est 3 500 € par kilogramme, alors que la vanilline de synthèse, c'est 50 € par kilogramme, et l'éthylvanilline, qui parfume 10 fois plus que la vanilline de synthèse, donc il en faut forcément 10 fois moins dans le produit final, eh bien c'est 35 € par kilogramme. Donc dans le texte, on vous demandait d'identifier la molécule naturelle extraite de la vanille. Donc là, c'est la vanilline, c'est C8H8O3. La molécule de synthèse identique à la molécule naturelle, eh bien, c'est aussi la vanilline C8H8O3. Et la molécule de synthèse artificielle, donc l'éthylvanilline C9H10O5. Donc tout ça venait du document 1. Quelle différence y a-t-il entre une molécule de vanilline naturelle et une molécule de vanilline de synthèse? Eh bien, il n'y en a aucune. C'est-à-dire que vous donnez à un chimiste deux béchers qui contiennent de la vanilline de synthèse et de la vanilline naturelle, il sera incapable de les distinguer en faisant tous les tests possibles. Ils auront les mêmes propriétés physiques ou chimiques, donc il n'y a aucun moyen de distinguer les deux. Les arômes de synthèse présentés dans le document, donc arômes de synthèse c'est éthylvanilline, enfin c'est les deux ici, hein, donc la vanilline identique au naturel, donc synthétique, et l'artificiel ici. Sont-ils des corps purs? Oui, puisqu'on n'a qu'une seule espèce chimique, hein, 100% de vanilline dans celui-ci et 100% d'éthylvanilline dans celui-là. Que penser de l'appellation identique au naturel? Alors elle n'est pas complètement juste, puisque si on compare ici, on voit que dans l'arôme de vanille naturel, eh bien, on a 80% de vanille et 20% d'autres molécules, sans doute pour diminuer un peu le coût, hein, pour que ce soit un peu moins cher. Et alors que dans le produit synthétique, identique au naturel, on a 100% de vanille. Et pour quelles raisons les arômes de synthèse sont privilégiés aux arômes naturels? Eh bien, deux raisons, hein. C'est moins cher à produire, et c'est sans doute la raison principale. Et il y en a une deuxième, hein, c'est que ça permet d'éviter d'épuiser les ressources naturelles. La vanille, ça vient d'une plante, hein, et donc on est obligé de produire beaucoup de plantes pour réussir à avoir de la vanille naturelle. Donc voilà. Donc c'est la principale raison étant que ce soit moins coûteux que les espèces naturelles. Alors, deuxième partie du chapitre 9, donc, en rapport plutôt avec l'activité qu'on vient de corriger. Donc la synthèse d'une espèce chimique. Une espèce chimique naturelle est issue de la nature. Une espèce chimique synthétisée synthétique est fabriquée par l'homme. La chimie de synthèse permet de reproduire des espèces chimiques naturelles à moindre coût sans épuiser les ressources naturelles. Elle permet aussi de créer de nouvelles espèces chimiques qui n'existent pas dans la nature. On parle d'espèces chimiques artificielles. Alors une petite illustration de ceci avec un petit reportage sur un médicament, donc le Taxol. C'est au fil de ces
expériences heureuses ou malheureuses que l'homme a constaté les effets très variables provoqués par l'ingestion de substances naturelles. Au début des années 60, alors que le développement du cancer préoccupe l'humanité, des équipes de scientifiques cherchent parmi des milliers de végétaux une substance capable d'enrayer la maladie. Le Taxol, un extrait de l'if, se révèle être un poison efficace contre les cellules cancéreuses. Mais pour quelques doses de médicaments, bien trop d'arbres doivent être abattus, et les scientifiques sont à nouveau mis au défi. L'idée, fort astucieuse, est d'imiter la nature, de créer une molécule synthétique. D'abord, les chercheurs isolent dans des extraits de l'arbre la molécule active et examinent son mécanisme d'action. Ensuite, ils s'attellent à reproduire artificiellement sa structure, éliminent l'inutile, gardent l'essentiel. Enfin, la molécule est brevetée, la marque déposée et le médicament commercialisé. Aujourd'hui, l'immense majorité des médicaments est d'origine synthétique, mais 40% d'entre eux sont encore inspirés par des molécules naturelles. Donc là, au départ, le principe actif donc, venait de la nature, mais il fallait détruire énormément d'arbres pour réussir à produire suffisamment de médicaments pour soigner tout le monde en chimiothérapie, parce que ça servait pour ça. Et donc le médicament a été fabriqué en laboratoire par une équipe française d'ailleurs. Et donc le Taxol est un médicament, ou Taxotere, ou Paclitaxel, c'est différents noms, est un des médicaments les plus utilisés en traitement du cancer. Alors la synthèse chimique, elle passe par plusieurs étapes. Donc première étape, prélèvement des réactifs. Deuxième étape, transformation chimique. Troisième étape, isolement du produit brut. Et quatrième étape, analyse de ce produit brut synthétisé. Donc on va détailler un peu ces différentes étapes. Donc la première, prélèvement des réactifs. Bien, on s'assure déjà de prendre toutes les précautions nécessaires pour faire ces prélèvements. Donc on regarde les pictogrammes de danger qui sont à connaître. Donc les différents pictogrammes que vous trouvez dans votre livre avec les symboles qui se trouvent en troisième de couverture, donc les symboles explosifs, inflammables, comburants, dangereux pour l'environnement, toxiques, irritants, sensibilisants, etc. Donc ceux-là sont à connaître. Et donc à partir du protocole, ensuite, on détermine la masse des réactifs ou le volume des réactifs, la masse des réactifs solides ou le volume des réactifs liquides à prélever. Ensuite, la transformation chimique, elle se fait souvent avec cet appareil qu'on appelle un chauffage à reflux. Ce schéma de montage est à connaître. Vous devez savoir le représenter et le légender. Donc on a un support élévateur, un chauffe-ballon, un ballon et un réfrigérant. Alors on va juste vérifier ici, voir un peu comment ça fonctionne. Donc là, on commence par faire rentrer l'eau dans le réfrigérant, qu'on appelle aussi parfois le condenseur. Ça rentre par le bas et ça sort par le haut, de manière à ce que l'eau épouse la totalité du réfrigérant et que l'intérieur ici, c'est un double tuyau ici, l'intérieur soit bien refroidi. Ensuite, on allume le chauffe-ballon, ça va chauffer le mélange réactionnel jusqu'à ébullition. Les vapeurs se forment, montent dans le réfrigérant ou condenseur et se liquéfient. Elle se liquéfie et donc comme elle se liquéfie, elle retombe dans le ballon. Et donc en fait ça permet de chauffer sans perte. Donc ça permet de chauffer pour accélérer la réaction sans perte de réactifs et de produits puisque le réfrigérant ou condenseur permet de liquéfier les vapeurs formées. Alors le rôle du support élévateur c'est un rôle au niveau de la sécurité. Si la réaction s'emballe, le premier réflexe va être d'éteindre le chauffe-ballon ou de débrancher le chauffe-ballon. En fait c'est pas le meilleur réflexe à avoir dans un premier temps parce que un chauffe-ballon c'est un peu comme un radiateur électrique, quand vous le coupez il reste chaud longtemps. Donc en fait, ici comme vous le remarquez, le ballon et le chauffe-ballon sont maintenus par des pinces. Donc en baissant le support élévateur, on va baisser le chauffe-ballon. Il ne sera plus en contact avec le ballon. Donc comme on n'aura plus de contact thermique ici, le chauffage va se stopper tout seul. Donc on baisse le support élévateur, le chauffe-ballon descend. Le ballon, lui, est maintenu par la pince. Et donc on n'a plus de contact entre le ballon et le chauffe-ballon. Et ce qui permet d'éviter le chauffage. Donc c'est le premier réflexe à avoir et ensuite évidemment on débranche. Donc le montage de chauffage à reflux, je vous le disais, ce schéma à connaître, à savoir faire et à savoir légender. Et puis les deux rôles importants, augmentation de température qui accélère la réaction
et ça évite les pertes de matière par vaporisation grâce au réfrigérant qui liquéfie les vapeurs. Donc là, l'intérêt c'est garder un bon rendement, parce que si on chauffe et qu'on n'a pas ce réfrigérant, on va avoir toutes les vapeurs qui vont partir dans la salle, et donc on aura un rendement catastrophique à la fin, on va perdre des réactifs et des produits. Et aussi, ça pourrait potentiellement nous intoxiquer. Donc là, le réfrigérant à eau permet de liquéfier les vapeurs qui se forment. Alors l'étape 3, l'isolement, ça permet de séparer le produit du milieu réactionnel. Donc, par exemple, les réactifs n'ont pas réagi, d'autres produits qui ne nous intéressent pas. Donc cette étape, elle n'est pas vue en seconde, elle sera vue pour ceux qui continueront la spécialité physique-chimie en première. Donc j'insiste pas dessus. Et la quatrième étape, c'est l'analyse, c'est-à-dire qu'il s'agit de s'assurer que les espèces synthétisées sont bien les espèces qu'on souhaitait synthétiser, c'est-à-dire que les espèces formées étaient bien les espèces qu'on voulait synthétiser. Alors, donc pour ça, on peut déterminer les caractéristiques physiques, par exemple les températures de changement d'état, température de fusion ou de vaporisation, mesurer la masse volumique, l'indice de réfraction, on en reparlera un peu plus tard de l'indice de réfraction, ça sera l'objet d'un chapitre ultérieur, la densité. On peut et donc comparer ces valeurs avec des valeurs qui sont répertoriées dans des tables de données. On peut aussi utiliser la chromatographie sur couche mince. Alors souvenez-vous, la chromatographie sur couche mince, donc on avait déjà abordé cette technique d'identification plus tôt dans l'année, vers le mois d'octobre-novembre. Donc on a besoin d'une cuve à élution, d'une plaque de chromatographie, de crayon papier, de pipette Pasteur ou de pic alimentaire, éventuellement d'un séchoir électrique, mais nous, au lycée Cordon, on n'utilise pas le séchoir, on sèche manuellement. Donc l'éluant, on le met dans la cuve à chromatographie. L'espèce qu'on veut identifier et les espèces témoins vont être en solution. Nous, on les met plutôt dans on les met plutôt dans des petites capsules comme ça, dans lesquelles, qu'on appelle des verres de montre, dans lesquels on plante les pics alimentaires. Donc on met l'éluant, on laisse saturer la cuve à chromatographie par les vapeurs d'éluant. Donc la cuve à chromatographie est surmontée d'un couvercle. Donc ensuite on prépare la plaque de chromatographie en plaçant ce qu'on appelle la ligne de dépôt au crayon papier. Donc on trace notre ligne au crayon papier sans appuyer pour éviter d'arracher la silice, parce que cette plaque, c'est une plaque en aluminium qui est recouverte de silice. Et on fait nos dépôts, alors nous avec nos pics alimentaires dessus. Ensuite, alors on n'utilise pas de sèche-cheveux, nous on agite comme ça pour sécher. Ensuite on met la plaque dans la cuve et on ne la bouge plus. L'éluant va monter sur la plaque par capillarité. C'est le même phénomène qui fait que la sève monte dans les arbres, ou le même phénomène qui fait que quand vous mettez un morceau de sucre à la surface de votre café, eh bien, le café va monter comme ça dans le morceau de sucre. Alors ensuite, quand l'éluant est arrivé à peu près à 1 cm du sommet, on trace un trait au crayon papier avec donc on appelle la ligne de front. On sèche, donc en agitant, et ensuite on analyse. Alors pour analyser, eh bien, en fait, on regarde verticalement et horizontalement. Donc verticalement, on peut repérer que notre espèce X ici, elle a donné 2 taches, donc c'est un mélange, alors que A et B sont des corps purs puisqu'on n'a qu'une seule tache. On peut remarquer maintenant horizontalement que l'espèce B est montée à la même hauteur que l'une des taches de l'espèce X, donc cette espèce X est constituée de cette espèce B, et que l'espèce A est montée à la même hauteur que l'une des taches de l'espèce X, donc on peut dire que l'espèce X est à la fois constituée de A et de B, c'est un mélange de A et de B, puisque les taches sont à la même hauteur. Alors, ce qu'on pouvait aussi illustrer ici, donc là vous avez l'espèce X, donc la cuve à chromatographie, la plaque de silice, ce qu'on appelle la phase stationnaire, la phase mobile, donc l'éluant ici, et puis le mélange à analyser qu'on cherche à identifier. Donc là, l'éluant monte, et donc on remarque que c'est un mélange, donc puisqu'on a trois tâches, qu'il est constitué de A, de C et de D. Pas de B puisqu'on n'a pas de tâche en face de B ici.
Donc là, tout ça est récapitulé ici. Donc en principe, un TP est prévu là-dessus. Bon, donc ce sera un TP qui sera descriptif hein, en vidéo, puisque on va le faire d'ici une dizaine de jours. Et on sera toujours confiné dans une dizaine de jours. Alors, dernière chose pour récapituler, donc ce qu'on a vu, donc les différentes étapes, mise en œuvre et réaction chimique, extraction, récupération, purification et analyse. Donc la technique à connaître, chauffage à reflux, qui permet d'augmenter la température donc pour augmenter la vitesse de réaction sans perte par évaporation. Donc on a ici pas de perte de réactivité de produit. Et donc là, la partie traitement de milieu réactionnel, ça c'est vu en première, et les techniques d'analyse, donc la chromatographie, température de changement d'état, densité, indice de réfraction. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc vous avez des exercices sur cette partie à traiter pour la semaine prochaine et demain pour ceux qui le souhaitent. Une foire aux questions, n'hésitez pas à venir, à poser vos questions, même si c'est des questions qui ont rapport avec autre chose, ça peut être l'orientation, ça peut être aussi des questions sur la vie de classe, hein. C'est tout à fait possible. Donc n'oubliez pas, le lien est donné sur l'ENT. Un petit récapitulatif ici. N'oubliez pas que les parties cours sont toujours à noter. Donc les parties cours ici, donc vous aviez donc le grand 2 ici, donc le petit 1 à écrire, le petit 2 ici. Les étapes, c'est pas la peine de les renoter puisqu'on les a ici. Étape 1, étape 2 avec le schéma légendé à écrire. Étape 3, étape 4. Et ça aussi, à mon avis, c'est bien de le recopier. Ça ici, le récapitulatif, vous n'êtes pas obligé de le renoter. Là, on a un récapitulatif de la première partie du chapitre 9, donc on a vu la semaine dernière. Et récapitulatif de ce qu'on a vu cette semaine. Voilà, bonne journée, bon travail, bon courage.